Nous avons vu dans les séquences précédentes les caractéristiques des planètes du système solaire, puis les techniques utilisées pour détecter les planètes hors du système solaire. Nous allons voir maintenant ce que nous savons de ces planètes lointaines. On appelle exoplanète ou encore planète extrasolaire une planète en orbite autour d'une étoile autre que notre Soleil. Ce dont il faut bien être conscient, c'est que jusqu'en 1995, nous ne connaissions en tout et pour tout que 9 planètes, tout autour du Soleil. À l'époque, Pluton était en effet considéré comme une planète. Et la preuve de l'existence d'autres planètes autour d'autres étoiles restait à démontrer. Il y avait bien quelques candidats, mais rien de fermement avéré. La première exoplanète découverte autour d'une étoile autre que notre Soleil est 51 Peg B. La découverte a été faite par 2 astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, avec la méthode des vitesses radiales. Vous avez ici la courbe des variations de vitesse de l'étoile, à partir de laquelle la présence de la planète a été prouvée. Cette planète est sans équivalent avec les planètes de notre système solaire. Il s'agit en effet d'une planète dont la masse minimale est près de la moitié de celle de Jupiter et dont la période orbitale est seulement de 4,23 jours. La planète, très massive, est donc beaucoup plus proche de son étoile que ne l'est Mercure du Soleil. Je rappelle que la période orbitale de Mercure est de 88 jours. Ce type de planète n'existe pas dans notre système solaire et cette découverte a été une véritable surprise. Elle a aussi suscité beaucoup de controverses, mais aucune des autres idées avancées pour expliquer ce signal n'a été probante et l'origine planétaire est désormais indiscutable. Juste pour fixer les idées sur ce petit schéma qui représente le système solaire, 51 Peg B serait donc beaucoup plus proche du Soleil que ne l'est Mercure. Elle apparaît là, quasi collée au Soleil. L'annonce de cette détection a marqué le début d'un nouveau champ de recherche en astrophysique, celui des exoplanètes, un domaine qui a connu un véritable engouement et s'est considérablement développé en 20 ans. Depuis, bien d'autres planètes de ce type ont été découvertes. On connaît aujourd'hui près de 3500 exoplanètes et on voit sur ce graphique qui donne le nombre de planètes découvertes par année que le rythme des découvertes s'est accru, en particulier avec la mise en service d'observatoires spatiaux, COROT, mais surtout la mission américaine Kepler. On voit aussi que parmi ces découvertes, celles qui l'ont été par la méthode des transits, qui apparaissent en rose sur ce graphique, représentent désormais près de 80% des découvertes. Il faut garder en tête que 51 Peg B est un cas particulièrement favorable à la détection. Plus une planète est massive et proche de son étoile, plus la position du centre de masse du couple étoile-planète sera décalée par rapport au centre de masse de la seule étoile. Par suite, le mouvement de l'étoile autour du centre de masse commun sera important et, modulo les effets d'inclinaison de l'orbite, l'amplitude des variations de vitesse radiale sera d'autant plus grande et facile à mesurer. Typiquement, 51 Peg a des variations de vitesse d'une centaine de mètres par seconde qui peuvent donc être facilement mesurées. Plus les planètes seront petites, plus l'amplitude de variation de vitesse sera faible et donc difficile à mesurer. Elles demanderont donc une très grande précision de mesure afin de pouvoir détecter des signaux de quelques mètres par seconde, voire même moins du mètre par seconde dans le cas d'une planète comme la Terre. Les progrès de l'instrumentation ont été remarquables ces dernières années et ils ont permis de pousser la détection dans le domaine des planètes semblables à la Terre, comme on le voit sur ce graphique dont chaque point correspond à la masse d'une planète en fonction de l'année de sa découverte. Depuis 51 Peg B, ce diagramme s'est considérablement peuplé et le domaine des petites planètes est désormais accessible à la technique des vitesses radiales. Les progrès en matière d'instrumentation et de détection ont été considérables pour toutes les techniques. Ce diagramme donne la masse de la planète en unité de masse de Jupiter, en fonction de la période orbitale en unité astronomique. Les cercles bleus correspondent aux planètes détectées par vitesse radiale, les triangles roses à celles qui ont été détectées par transit, les carrés rouges par imagerie et les cercles verts par la méthode dite de microlentilles dont nous n'avons pas parlé. Cette dernière technique est aussi une méthode indirecte. Elle est sensible à des planètes autour d'étoiles très lointaines, difficiles à bien connaître, et se fait par un événement qu'on ne peut observer qu'une fois. Ce que montre clairement ce diagramme, c'est que les planètes détectées par imagerie sont bien des planètes massives loin de leur étoile. Elles se distinguent clairement de la population des planètes détectées par vitesse radiale ou par transit. Les deux méthodes permettent désormais d'accéder au même type de planètes, grâce notamment aux mesures de transit depuis l'espace. Et les vitesses radiales, avec 20 ans d'observation accumulée, permettent aussi la détection de planètes massives à grande période orbitale, mais elles peinent un petit peu plus dans le domaine des petites planètes.
La méthode des transits a donné sa première détection en 2000 avec l'observation du transit d'une planète détectée au préalable par vitesse radiale. Vous avez vu que chaque méthode de détection permet de mesurer certains paramètres planétaires. Les transits sont en effet géométriques et donnent le rayon, tandis que la méthode des vitesses radiales est liée à un effet gravitationnel et elle donne donc accès à la masse. Lorsqu'on combine les deux, non seulement on a la masse exacte de la planète, puisqu'on connaît l'orientation de son plan orbital, mais aussi son rayon. Rayon et masse permettent d'estimer la densité moyenne de la planète. C'est une information importante qui nous renseigne sur la nature de la planète et sa structure interne. On peut ainsi savoir si on a affaire à une planète gazeuse comme Jupiter, riche en glace comme Uranus, ou avec une structure rocheuse plus ou moins différenciée comme la Terre. On peut également savoir si on a affaire à un corps plus exotique comme une planète océan. La détection par transit a elle aussi apporté beaucoup de surprises. On a découvert des planètes géantes énormes dont la taille peut être quasiment le double de celle de Jupiter. L'origine de cette taille excessive par rapport à ce que les modèles peuvent expliquer reste encore à bien comprendre, mais c'est probablement lié à la proximité de ces planètes à leur étoile, car on parle ici de planètes qui, comme 51 Pegb, sont très proches de leur étoile et qu'on appelle des Jupiters chauds. Dans le domaine des petites planètes, contre toute attente, on a découvert aussi des planètes à très courte période orbitale, avec un rayon qui peut être le double de celui de la Terre. La première dans cette famille de planètes, appelée les superterres, est Corot 7b, dont vous voyez ici la courbe de lumière. Chaque point représente une mesure du flux de l'étoile faite par le satellite Corot. Les transits de la planète ne sont pas visibles à l'œil nu, et les variations de lumière que l'on voit sont celles dues à l'étoile, dont la surface présente des taches similaires aux taches solaires. Ces taches, qui sont des régions plus froides de l'atmosphère de l'étoile, changent au cours du temps et sont entraînées par la rotation de l'étoile. Ce sont elles qui sont responsables de cette modulation de la lumière de l'étoile. La planète, dont le transit est montré ici, fait le tour de son étoile en près de 21 heures. Avec un rayon de 1,58 fois le rayon de la Terre et une masse qui est un peu moins de 5 fois celle de la Terre, la planète est rocheuse, avec probablement son hémisphère qui fait face à son étoile, couvert de roches en fusion. Cette vue d'artiste illustre ce qu'on pourrait voir depuis le sol, avec un ciel dominé par l'étoile qui est très active. L'artiste a également représenté la seconde planète du système, Corot 7c, qui, elle, ne transite pas et a été découverte par mesure de vitesse radiale. La famille des superterres s'est avérée en fait beaucoup plus diverse que ce qu'on pouvait le penser. Outre des planètes rocheuses, on a également découvert des planètes de taille modeste dont la densité est de l'ordre de 1 g par centimètre cube, ce qui indique des corps très riches en gaz, c'est-à-dire en hydrogène et hélium. La première de cette nouvelle planète est Kepler 11f, dont le rayon est 2,6 fois le rayon terrestre pour une masse de 2,3 fois la masse de la Terre. D'où le nom de mini-Neptune qui fait référence à la fois à sa petite taille, mais aussi à ses propriétés. Contrairement au système solaire où on a une dichotomie entre planètes telluriques et planètes géantes, les exoplanètes montrent qu'il existe une diversité impressionnante de corps, diversité qu'on est loin de bien comprendre, avec un quasi-continuum depuis les petites planètes rocheuses comme la Terre ou Mars jusqu'aux géantes gazeuses comme Jupiter, en passant par les superterres, mais aussi des mini-géantes gazeuses et peut-être même des planètes océans. Toute une variété de planètes paraît donc exister, et ces planètes, pour certaines, n'ont aucun équivalent dans notre système solaire. Vous avez certainement noté la lettre F lorsque nous avons parlé de Kepler 11f. Lorsqu'on découvre un système de planètes autour d'une même étoile, la plus proche des planètes par rapport à l'étoile prend le nom de l'étoile suivi de la lettre B, puis on utilise les lettres de l'alphabet par distance croissante. Dans le cas du système Kepler 11, c'est 6 planètes qui ont été découvertes. Les 6 transitent devant leur étoile, comme le montre cette vue d'artiste. C'est un système en fait qui est très compact, avec 5 planètes dont la période orbitale est comprise entre 10 et 47 jours. La 6e est un peu plus éloignée, avec une période de 118 jours. Ce schéma compare le système de Kepler 11 avec notre propre système solaire. Le rayon de ces planètes s'échelonne entre 2 et 4,5 fois le rayon de la Terre. En fait, la mission spatiale Kepler a découvert de très nombreux systèmes avec plusieurs planètes. Lorsqu'on regarde à la distribution des masses des planètes connues, ou encore donc le nombre de planètes par intervalle de masse, on se rend compte qu'il y a clairement 2 types de populations, avec une séparation autour du 10e de masse de Jupiter environ. Sur ce graphique, on a fait apparaître en rose les planètes qui sont seules autour de leur étoile, et les systèmes pour lesquels on a détecté plus d'une planète autour d'une même étoile sont dans la partie violette.
Les petites planètes qui ont été détectées appartiennent à des systèmes de plusieurs planètes sur des orbites très proches, tandis que les planètes géantes sont elles en majorité isolées lorsqu'elles se trouvent proches de leur étoile. Outre ces systèmes de petites planètes, un des résultats les plus remarquables de Kepler est certainement d'avoir apporté la preuve observationnelle de l'existence de planètes autour d'étoiles doubles. Il s'avère que les étoiles naissent la plupart du temps au sein d'associations et sont souvent liées à une autre étoile, voire 3 ou plus. Dans le cas où on a affaire à un système de 2 étoiles liées par la gravitation et qui donc tournent autour d'un centre de masse commun, on parle de système double. Le système de Kepler-16 est donc un système de 2 étoiles, l'une relativement petite et l'autre un peu plus petite que le Soleil. Ces 2 étoiles tournent autour du centre de masse commun en environ 41 jours. Elles possèdent une planète de la taille de Saturne à peu près, qui elle tourne autour du couple en 228 jours. C'est ce qu'on appelle une planète circumbinaire. Kepler a observé un ensemble de transits relativement complexes, avec les transits de la petite étoile devant la grosse, de la grosse devant la petite, puis de la planète devant chacune d'elles. C'est un cas où finalement la science rejoint la science-fiction. D'autres systèmes similaires ont été ensuite découverts. Ils apportent des informations nouvelles et originales sur le mécanisme de formation des planètes. Finalement donc, où sont les planètes comme la Terre? Celles qui présenteraient des propriétés propres à pouvoir abriter une forme de vie. Actuellement, on ne peut pas répondre à cette question et la Terre demeure la seule planète connue à abriter la vie. Ceci ne veut pas dire que la vie n'existe pas ailleurs, mais simplement que nous ne sommes toujours pas capables de détecter ces planètes, et encore moins de détecter des preuves de vie. Plus compliqué encore, en effet, comment être sûr qu'une forme de vie existe sur une planète située à plusieurs dizaines, voire des centaines d'années-lumière. À défaut d'avoir des photos résolues de la surface de ces planètes, au-delà de la simple détection, le premier critère utilisé est celui de la zone habitable. La zone habitable autour d'une étoile est généralement définie comme la région où une planète rocheuse peut maintenir l'eau liquide à sa surface et donc peut présenter des conditions favorables à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Une température convenable pour la vie peut être considérée comme se situant entre le point de congélation de l'eau et les températures maximales auxquelles on trouve encore de la vie sur la Terre, c'est-à-dire environ 395 Kelvin ou 120 degrés Celsius. Ceci définit la zone habitable qu'on peut qualifier de conservatrice. Cependant, il est intéressant de noter qu'il existe une variété de critères qui conduisent à élargir la zone habitable selon que l'on tient compte de la présence ou non de gaz à effet de serre, comme l'eau ou le dioxyde de carbone, et même de la rotation de la planète sur elle-même. Les limites des zones habitables sont calculées à partir de la distance de la planète à son étoile et de la quantité d'énergie qu'elle en reçoit. Autour du Soleil, la plupart des auteurs situent la zone habitable entre 142 millions de kilomètres et 235 millions de kilomètres, c'est-à-dire une région où se situe la Terre. Et puis, selon les définitions plus ou moins étendues de zone habitable, celle-ci peut englober Vénus à la limite la plus chaude et Mars pour la limite la plus froide. Comme vous le voyez, ce diagramme montre la distance à laquelle se situe la zone habitable pour différents types d'étoiles. Pour une étoile comme le Soleil, la Terre et Mars sont dans la zone habitable du Soleil, et Vénus dans une zone plus étendue à partir du moment où on tient compte de certains critères. Pour ce qui est de Mars, une combinaison de facteurs, notamment l'érosion provoquée par le flux du rayonnement solaire, ainsi qu'un champ magnétique bien trop faible pour protéger la planète, sont probablement responsables des conditions actuelles à la surface de la planète, ce qui montre à quel point la notion d'habitabilité est imprécise et non dénuée d'ambiguïté. Ce n'est pas parce qu'on détecte une planète dans la zone habitable de son étoile qu'on peut pour autant dire qu'on a détecté une planète habitée. Ce qui est intéressant sur ce diagramme, c'est le fait que plus une étoile est petite, plus la zone habitable se rapproche de l'étoile. C'est normal puisqu'une petite étoile est plus froide que le Soleil et a un rayonnement moins intense. Et donc pour retrouver les mêmes conditions de température, il faut être beaucoup plus proche de l'étoile. En même temps, plus une étoile est petite, plus les conditions de détection deviennent favorables, et c'est ce qui conduit à rechercher les planètes autour des plus petites étoiles, que sont les naines dites M. Un joli exemple est celui de la planète récemment découverte autour d'une des étoiles du système stellaire de Proxima Centauri. Ici, vous voyez les mesures de vitesse radiale, avec un trait plein le modèle qui reproduit les données observées. Avec à peine plus du dixième de la masse du Soleil, l'étoile est une toute petite étoile, mais elle n'est située qu'à 4,2 années-lumière de nous.
La planète a une période orbitale de 11 jours et quelques et une masse minimale de 1,27 fois la masse de la Terre. On ne connaît pas l'inclinaison du plan orbital de la planète et on n'a donc pas sa masse exacte. On n'a pas non plus connaissance de son rayon et donc on ignore si la planète est rocheuse. L'autre problématique par contre à laquelle on se trouve confronté est que ces petites étoiles sont actives avec des flux variables dans le temps et des phénomènes éruptifs. Il est donc difficile, voire hasardeux, d'extrapoler ce que l'on connaît de la vie sur Terre à un tel environnement. L'idéal pour avoir une certaine confiance quant à la possibilité d'une vie sur une planète est donc de détecter des planètes avec des propriétés similaires à celles de la Terre et autour d'une étoile comme notre Soleil. Là aussi, la mission spatiale Kepler, dont c'était l'objectif, a apporté quelques éléments de réponse avec quelques détections comme celle de Kepler 452b. Il s'agit d'une planète dont le rayon est 60% supérieur à celui de la Terre, comme illustré par cette vue d'artiste. Elle orbite en 385 jours autour de son étoile, qui est à peine plus froide que notre Soleil. Le système est situé à environ 1400 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire à plus de 13 millions de milliards de kilomètres de la Terre. Dans le cas de cette planète, nous ignorons sa masse, et donc là aussi nous n'avons aucune certitude quant à sa nature exacte, rocheuse, gazeuse ou autre. La représentation utilisée par l'annonce de la NASA n'est bien sûr qu'une vue d'artiste. Nous n'avons, comme toujours, aucune idée de ce à quoi sa surface ressemble. Cette image montre l'état des découvertes pour ces petites planètes. Détectées par transit, il y a toujours une incertitude quant à leur masse, à cause en particulier de la distance de ces systèmes, ce qui rend la mesure par vitesse radiale des petites masses excessivement difficile. L'objectif est donc désormais non seulement de détecter de telles planètes, mais aussi de les détecter autour d'étoiles proches, de façon à pouvoir non seulement mesurer leur rayon, mais aussi leur masse, et ainsi déterminer avec précision leurs propriétés. C'est clairement le défi de la prochaine décennie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette séquence qui clôt la partie du MOOC sur les planètes.